Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous allons vivre, j'espère, une soirée exceptionnelle. Alors pourquoi? Parce que nous avons dégoté un être exceptionnel. Ouais, alors là, donc. Monsieur René Grandmont. Voilà, un chercheur agrégé de maths, mais ça c'est son petit bagage intellectuel. Et Les agrégés aujourd'hui. exceptionnel parce qu'il vient d'inventer une nouvelle machine, la machine à penser. Une sorte de cerveau artificiel, une prothèse qui gamberge. Alors, le bénéfice, bien sûr, en sera énorme pour celui qui sera capable de l'acquérir. Plus besoin d'apprendre, de lire, d'écrire, de compter, de réfléchir, d'inventer, de composer, d'imaginer. Fini pour l'écrivain le syndrome de la page blanche. Fini les maux de tête pour le pauvre étudiant. Fini les dépressions et le burn-out pour le travailleur. La machine à penser de notre invité, René Grandmont, qui est d'ailleurs... J'en avais besoin parce que j'arrivais pas, moi. Département. Voilà, il va résoudre tous nos problèmes et il va résoudre la pratique obsédante de notre cerveau. Alors, certes, ceux qui ne pensent pas, ceux qui ne sont pas convenablement câblés, risquent de se précipiter dessus et feront grimper les prix. Bon, ça sera un avatar de plus du marché. Mais c'est à vous, mesdames et messieurs, d'abord que je m'adresse, c'est-à-dire à des gens sérieux. À vous, vous êtes notre auditorat de l'UPOP, vous qui avez la tête bien faite plutôt que bien pleine, comme me le disait un ami que je fréquentais autrefois. Vous avez besoin de comprendre comment fonctionne cette machine qui conjugue le presque parfait. Par exemple, elle va vous rappeler, cette machine, que elle va vous rappeler le calendrier de l'UPOP. Elle va vous rappeler qu'au début de chaque conférence, il faudra éteindre votre portable. Elle va vous rappeler que vous pourrez, mais ça, c'est peut-être pas nécessaire, qu'il faut le rallumer à la fin. Donc, et puis, elle va vous indiquer surtout, dites voir, monsieur, parce qu'elle est très polie, cette machine, est-ce que vous avez payé votre cotisation par le moyen d'Elloasso ou par un chèque à donner à monsieur Alain Ragnatella, parce qu'elle dit comme ça, elle parle comme ça, monsieur Alain Ragnatella, c'est une machine très courtoise. Très bien, alors je vais quand même vous passer la parole à notre ami René Grandmont pour des choses peut-être plus sérieuses, je ne sais pas, et il va faire en sorte que vous vous interrogiez, est-ce que cette intelligence artificielle ne serait pas une intelligence artificieuse? Est-ce que la pensée algorithmique va remplacer la pensée conceptuelle? Va-t-elle aggraver ou libérer la condition humaine? Ne va-t-elle pas permettre au contraire l'installation de systèmes totalitaires? Nous le verrons. Alors notre auditorat va se poser des questions pendant la conférence, il pourra en poser à la fin bien entendu, un micro va circuler et il s'en posera certainement les jours prochains. Je vais vous parler un petit peu de notre saison. Vous l'avez vu défiler sur le diaporama. Le mardi 21 novembre, nous recevons Madame Françoise Salvadori, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, qui nous parlera des vaccinations en tant que scientifique et non pas en tant que médecin. Elle parlera, elle ira de Jenner à l'ARN messager. Elle explorera même les mouvances anti-vax depuis Pasteur. Les infox pasteurisés. On peut se demander si science et méfiance ne sont pas aujourd'hui les deux mamelles de la France. Évidemment, Obéane patronne cette soirée, qui est dans le mois de l'ESS. Et puis nous aurons ensuite au mois de décembre, toujours au mois de décembre, une soirée laïcité avec la Ligue de l'enseignement sous une forme originale, une sorte de laïcité mode d'emploi.
puis suivront la climatologie, les extrêmes droites, les femmes kurdes. Tiens, je vais vous faire un cadeau, surtout aux messieurs. Il y a un proverbe kurde qui dit, et ça ne vous fera pas de mal, un Kurde qui ne craint pas sa femme n'est pas un vrai Kurde. Or, suivront l'histoire de l'univers, l'archéologie. Donc, vous le voyez, c'est un calendrier marqué par la diversité, l'éclectisme et la raison. Merci de votre attention et je vous mets maintenant en relation avec la machine à penser de M. René Gramont. T'as mis la machine à poncer. Non, merci. J'ai ce qu'il faut. Oui. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. Enfin, je vais essayer. Au mois de novembre 2022, l'arrivée dans le domaine public du chatbot, le robot conversationnel, si je parle français, ChatGPT, ça a provoqué un véritable tsunami médiatique. Et en une semaine, le système comptait déjà 1 million d'inscrits. Et le 1er février dernier, le nombre d'utilisateurs de ChatGPT est estimé à 100 millions. Et c'est là qu'on s'est mis vraiment à parler d'ailleurs d'intelligence artificielle. Ça a suscité fascination, rejet, enthousiasme et la plupart du temps incompréhension. Et pourtant, depuis des années, sans qu'on s'en rende compte parfois, l'algorithmique a envahi notre quotidien, de la prise de rendez-vous médical à l'achat de billets en ligne, des moteurs de recherche sur Internet, à votre téléphone, et il en est bourré, de la conduite automobile au GPS, systèmes experts et autres robots électroniques font aujourd'hui partie de notre vie. Et tout ça, c'est des éléments d'algorithmique, comme a dit Jean à juste raison, et qu'on dit aussi à intelligence artificielle. Alors, le problème, c'est que les nouveaux algorithmes, comme les chatbots, comme les robots conversationnels, et c'est susceptible de provoquer quand même quelques problèmes éthiques liés à leur usage par le grand public. Ils sont susceptibles, donc, on ne sait pas comment ça peut être utilisé, on verra d'ailleurs que ça peut être utilisé pour faire de la manipulation des esprits, etc. L'incompréhension massive devant tous ces trucs-là, c'est un peu normal, parce que comme pour toutes les sciences, les fondements de l'informatique demeurent obscurs à la plupart des gens, à part les professionnels, quoi. Et s'y ajoute un côté psychologique. Commencer un dialogue avec un chatbot, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi je l'ai fait là, pour préparer la conférence, depuis 6 mois je m'y suis mis, ça déclenche immanquablement une projection par l'être humain, par nous, de notre humanité vers la machine, due à la capacité de celle-ci à utiliser un langage, alors je fais les gestes, naturel. La machine, elle ne peut pas le faire, je vous signale, ça c'est un problème d'ailleurs pour elle. Donc, de lui attribuer, même lorsque l'on sait que ce n'est qu'une machine, que ce n'est qu'une illusion, on lui attribue des intentions, des valeurs morales, de l'empathie, et surtout, on lui attribue la compréhension des mots et des phrases qu'elle a générés. Alors, on verra que cela est totalement faux. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement. D'une part, on va voir que de tout temps, l'homme a tenté par tous les moyens à réduire ses efforts et à améliorer sa productivité à l'aide de machines qui puissent le remplacer dans tous les domaines, y compris ceux de la pensée. C'est ça qu'on touche aujourd'hui. On verra que cette quête, avec l'explosion de l'informatique, a conduit dans les années 50 à la notion d'intelligence artificielle. C'est là que c'est né. Et on essaiera de faire autant que possible, sans entrer dans les aspects les plus techniques. Je vais pas... S'il y en a qui veulent, je peux. J'ai monté des petits neurones, tout ça, je peux faire, mais bon, c'est un peu matheux, quand même un peu trop, je pense. J'essaierai donc d'expliquer un peu comment ça fonctionne, cette fameuse IA. Je dirais souvent IA, c'est plus rapide, comme l'âne tout à l'heure, je m'y suis mis. Et son fabuleux développement depuis le début de ce siècle. Et puis, on pourra s'arrêter un peu plus précisément sur ChatGPT, pour casser le mythe qu'il y a derrière quand même, et en voir toutes les limites. Je vous montrerai quelques exemples truculents. Et puis, on reviendra à la fin sur les problèmes éthiques, économiques, politiques, voire philosophiques que pose cette invasion de notre quotidien par l'intelligence artificielle. Alors, dans un premier temps, c'est pas neuf. Depuis la nuit des temps, les humains sont fascinés par les automates, les robots, les androïdes. Déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ, Homère, dans l'Iliade, parle des fameux trépieds du divin forgeron Héphaïstos, qui, alors je cite, étaient munis de roues d'or qui peuvent fonctionner tout seuls. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous les automates ensuite qui sont apparus, ça pullule, et puis vous n'êtes pas venus pour ça.
On va plutôt parler de ce qui se fait aujourd'hui. Mais voilà, déjà au IIIe siècle, ça existait. Au Moyen-Âge, il y a un peu moins d'automates parce que il y a le procès en sorcellerie derrière quand même. Mais par contre, vous avez tous les jacquemars qui vont naître sur les places publiques, dans les cathédrales, etc. C'est des machines mécaniques. Hein. Parfois, certaines fonctionnent avec d'hydraulique aussi, ça peut arriver. Et puis, ça bouge et ça émerveille le bon peuple hein, qui a l'illusion que c'est vivant et que ça a une intelligence. Je passe très vite, hein, je ne vais pas vous parler de Léonard de Vinci, etc., qui a fait aussi d'énormes choses. Et bon, disons que la première machine vraiment qui semble penser, c'est la célèbre Pascaline de Blaise Pascal, hein, qui est tout simplement une des premières machines à calculer, hein, qui fait les opérations. C'est purement mécanique, hein, avec des engrenages, et ça marche très bien. Derrière, pareil, il y en aura une multitude qui vont naître derrière ce modèle, hein, ça va se développer. Et quand on arrive au XVIIIe siècle, alors là, c'est l'âge d'or des automates, hein, il y en a de toutes sortes. La dame qui joue du clavecin, etc. Tout ça avec des roues dentées, des systèmes d'horlogerie, etc. En particulier, il y en a un que je veux souhaiter, parce que j'en parlerai après, c'est ce Jacques de Vaucanson, qui en 1738 va fabriquer un canard en cuivre, alors qui boit, qui mange et qui défèque, et son abdomen est transparent, et permet soi-disant d'observer le processus de digestion. Voilà. Donc du canard de Vaucanson à un androïde, il n'y a qu'un pas. Hein. Bon, d'accord, un grand pas, c'est vrai, mais il n'y a qu'un pas. Voilà. Et puis, maintenant, là, on est toujours dans les choses pour émerveiller, pour amuser, pour étonner. Et on va commencer au XVIIIe siècle à avoir des objectifs beaucoup moins frivoles et qui vont intervenir dans la production. C'est ainsi que on a en 1725 Basile Bochon qui va créer le premier métier à tisser semi-automatique qui fonctionne avec des cartes perforées comme les orgues de Barbarie, hein, voilà, pareil. Et comme le premier ordinateur IBM fonctionne avec des cartes perforées hein, pour eux. Donc là-dessus, on faudra du temps pour qu'on change. Alors l'invention sera reprise d'ailleurs par le fameux Jacques de Vaucanson, en 1745, il va l'améliorer. Et puis, le dernier est beaucoup plus connu, hein, c'est celui que fera le fameux métier jacquard hein, de Joseph Jacquard au début du 1801. Voilà. Donc là, on commence à mettre de l'automatisme, je dirais. Ça ne pense pas encore, hein, c'est purement mécanique, mais on commence à mettre des choses, y compris pour la production. Et puis, au 19e siècle, je peux pas, moi qui suis matheux, je ne peux pas passer sans parler de la machine analytique de Charles Babbage. C'est un mathématicien anglais qui imagine une machine analytique, comme il dit, qu'on considère aujourd'hui comme l'ancêtre de l'ordinateur. Alors, il n'a jamais été fabriqué pour des raisons purement techniques. On n'a pas les outils de précision suffisante pour construire les pièces, etc. C'est mécanique, mais le plan, ça c'est une maquette qui a été faite derrière, ça aurait pu fonctionner, il n'y a pas de problème. Et puis, ça me permet, au moins, parce que je ne parle que de mecs depuis le début, ça me permet donc au moins de citer une femme, Ada Lovelace, qui est la fille de Lord Byron, le poète, et qui va créer le premier programme informatique pour cette machine. Hein. S'il y a des matheux dans la salle, c'est tout simplement un programme qui permet de calculer les nombres de Bernoulli. Et elle va le fabriquer, elle va le programmer complètement. Bon, ça ne sera pas mis en place, évidemment, et elle a été reconnue quand même très tardivement, il y a quelques dizaines d'années, comme étant une informaticienne. L'armée américaine, en créant un nouveau langage informatique, va l'appeler d'ailleurs le langage Ada, en souvenir de Ada Lovelace. Voilà. Et puis arrive l'électricité. Et avec l'électricité, les automates vont évidemment considérablement s'améliorer. Et les premières machines automatiques au début du XXe siècle vont rentrer dans les usines. Hein. Alors, c'est programmé pour une tâche très très précise. Hein. Il n'y a pas de programme informatique, ça ne bouge pas. On la fabrique, et puis elle fabrique, sans aucune possibilité d'interaction. Mais c'est là, dans les années 1920-1930, que va arriver le mot robot, d'ailleurs. Hein. Ça vient du tchèque, robota, qui veut dire besogne, et qui apparaît la première fois dans une pièce de théâtre, d'ailleurs. Et puis, peu à peu, on va évoluer. On va commencer par mettre des palpeurs, des capteurs, etc., pour la faire évoluer. Et cette évolution des machines va se croiser avec l'informatique. Et puis, on va arriver à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, arrivé à ce moment-là, on est au milieu du XXe siècle,
c'est pas possible de passer sans parler de la cybernétique. Hein, c'est un mot qu'on utilisait. Quand j'étais gamin, je me souviens, mais on me disait « Ah, la cybernétique, ça y est, ça allait être la révolution, tout allait se régler avec la cybernétique. » Alors, en tant que discipline, la cybernétique n'a existé que de 1942 à 1956. À l'origine, c'est l'armée américaine qui crée un organisme de recherche scientifique pour améliorer l'armement et qui demande en particulier à un mathématicien, Norbert Wiener, de mettre au point un système de défense antiaérien. Bon, il va échouer parce qu'on manque de capacité de calcul au niveau des machines. Et puis, c'est très compliqué de prévoir un mouvement sur la durée. Hein, donc, il va échouer. Mais ces recherches vont inspirer, elles vont de manière capitale, on pourrait dire même, la conception des supercalculateurs qui vont apparaître après la guerre. Et donc, de 1945 à 1953, il va réunir un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, de logiciens, d'anthropologues, de psychologues, d'économistes, qui vont se réunir régulièrement dans ce qu'on appelle les conférences Messi, et qui vont synthétiser leurs travaux sur des notions. L'idée, c'est de transposer facilement du comportement humain au comportement des machines. Voilà. C'est d'ailleurs en 1947 que Wiener va introduire le mot cybernétique, et il définit ça comme étant la science de la communication dans l'être vivant et dans la machine. Et pour lui, c'est la même chose. Hein. Ou encore l'art de rendre l'action efficace. Le travail des cybernéticiens, ça va s'articuler autour des concepts d'information, de communication, de contrôle, de fonctionnement logique, et surtout, c'est eux qui vont introduire la notion de feedback, de rétroaction. Et on verra qu'en intelligence artificielle, c'est un truc important. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'en intelligence artificielle, parce que depuis, on a étudié le cerveau, et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de connexions dans le cerveau qui étaient des connexions de rétroaction. C'est-à-dire, vous faites quelque chose, et vous avez tout de suite un retour qui fait évoluer le travail que vous étiez en train de faire. Parce que pour les cybernéticiens, malgré les profondes différences de structure, ils pensent qu'on peut ranger certaines machines et la plupart des êtres vivants dans la même classe. Ils appellent ça des systèmes auto-organisés d'échange informationnel. C'est-à-dire que pour eux, la pensée, c'est simplement un échange d'informations avec des effets de rétroaction, etc. Et pour eux, c'est la mode d'être, hein, la communication, c'est la mode d'être des phénomènes et des comportements. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de réductionnisme, je dirais, dans cette vision. Hein. Le réel devient purement informationnel, c'est purement de l'information, donc on peut le traiter de manière purement mathématique et donc de manière totalement abstraite. Et on retrouve des traces de cette vision des choses un peu dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein. Alors, ça a amené des choses, la cybernétique a fait progresser de manière considérable. Hein. Développement de l'ingénierie automatique, développement de la robotique. Ça a donné des idées aux neurobiologistes et ça a permis d'avancer énormément dans l'étude du cerveau. Ça a plus ou moins à la base du développement d'Internet. À un moment donné, les idées qu'il y avait, c'est beaucoup plus tardif, mais elles ont continué à fructifier et ça a donné Internet. Et c'est utilisé, il y a des concepts qui sont encore utilisés en sociologie, et en particulier en sens de la communication et de l'information. Et puis elle a jeté les bases du traitement binaire, de la manière dont fonctionnent les ordinateurs. Alors pour ceux qui ne savent pas, un ordinateur, c'est un langage très réduit. Il y a des 1 et des 0, point barre. Il n'y a que ça, 1, 0. Avec ça, vous pouvez tout écrire. Hein. Ça fonctionne qu'avec des 1 et 0. Et pourquoi? Parce que tout simplement, dans un circuit électrique, le courant y passe ou il ne passe pas. Et donc, ça y est, vous avez tout. Alors c'est sûr que ça ne s'écrit pas simplement, ne serait-ce que dans ce langage-là, si vous voulez écrire 4, il faut déjà écrire 1, 0, 0, par exemple. Alors pour écrire une lettre, je ne vous dis pas, il y a des codes, hein, on les connaît sur l'ordinateur, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et puis c'est là, dans ces conférences de Messi, que vont naître la première idée de neurones artificiels. Alors les types vont lancer l'idée, j'en reparlerai, et puis je vous expliquerai comment ça fonctionne. À l'époque, on ne va pas les fabriquer, mais on a l'idée en se disant, on doit pouvoir, avec un ordinateur, refaire comme un neurone. Voilà. Parce que c'est dans la même période que vont naître les premiers ordinateurs. Alors déjà, je veux rappeler qu'en 1937, il y a un type qui s'appelait Alan Turing, grand logicien et grand mathématicien. Je pense que beaucoup de monde en a entendu parler quand même. Hein. Il y a eu un film sur lui, etc., qui a eu une mort tragique, malheureusement. Hein. Et il va poser ce qu'on appelle les bases de la calculabilité. Il va décrire ce qu'il appelle la machine de Turing.
Alors, elle ne sera pas fabriquée, c'est un concept purement abstrait, purement mathématique. Je ne vais pas vous rentrer dans le détail de la manière dont ça fonctionne, mais c'est le principe qui est à la base du fonctionnement des ordinateurs. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir les premiers bœufs à bas d'ordinateurs, mais les gros ordinateurs, ils vont être basés sur le principe de la machine de Turing. L'idée, rapidement, vous avez un ruban infini, vous avez des cases, vous avez une tête de lecture et d'écriture, elle fait les deux à la fois, et vous avez des règles, et donc elle avance comme ça, elle bouge sur le ruban, et puis par exemple la règle c'est si tu trouves un 0, tu l'enlèves, tu mets un 1, et si tu as mis un 1 après un 0, tu fais 3 cases à droite, tu recommences, etc. Et il démontre que toute action, quelle qu'elle soit, elle peut se traduire justement avec du binaire, avec des mouvements comme ça. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais donc tout processus artificiel comme naturel peut, en le décomposant en petits morceaux, se traduire en un code qui va pouvoir s'exprimer sur la machine de Turing. Et donc, en retour, eh ben, on pourra agir, etc. Alors, donc après, derrière ça, donc c'est 37. Alors, on nous dit toujours que le premier ordinateur, c'est après la guerre. Moi, j'ai trouvé des trucs avant, quand même. En particulier, ce monsieur, Stibitz, qui en 37 fabrique ce qu'il appelle le modèle K. K, c'est pour kitchen, parce qu'il fabrique ça dans sa cuisine. Et c'est une planche Chapin qui est dessous. Bon, ça va pas très loin, ça fait des additions en binaire, point. Et puis, la même année, il y en a deux, Atanasoff et Berry, qui font la Atanasoff-Berry Computer, qui commencent à être un peu plus élaborés, mais c'est quand même assez relativement simple, quand même. Ils utilisent le binaire, hein, les 1 et les 0. Et là, il y a l'électronique là, qui commence à venir. Hein. Mais par exemple, la mémoire et l'unité de calcul, ce n'est pas du tout la même machine. Et puis, on continue. Lui, il continue à développer ses machines. Là, il fait, alors pour les matheux, je le signale, il fait des complex number computers. C'est des machines qui calculent en nombres complexes, ce qui n'était pas évident hein, à l'époque. Et puis, enfin, tout le monde, j'ai parlé de Turing, tout le monde a entendu parler de la machine Enigma des Allemands qui codaient. Turing va fabriquer cette célèbre bombe à partir des plans des Polonais d'ailleurs, qui va permettre de casser Enigma. Mais il y avait une deuxième machine allemande de codage qui s'appelait le chiffre de Lorentz, qui était utilisé par Hitler avec ses maréchaux, qui était beaucoup plus puissante que Enigma. Et donc pour le casser, eh bien, Max Newman et Tommy Flowers vont fabriquer le premier ordinateur. Celui-là, ça va être un premier ordinateur. Il est vraiment conçu comme tel. Alors, il n'y a pas de transistor, hein, c'est des lampes, c'est énorme, ça chauffe. Regardez. Et il va être détruit en 1945, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a que les photos maintenant. Et disons, le premier ordinateur, enfin, c'est l'IBM qui le fait, le Mark I, qui a été fait avec l'Université d'Harvard, et dans lequel, là, les données et les programmes sont dans le même niveau, donc il n'y a pas de transmission, mais ça travaille avec des bandes magnétiques et tout, c'est des trucs énormes, quoi. Et puis, il y a le fameux ENIAC, qui est en 1946. Alors, vous voyez la grosseur. Et puis après, c'est parti, on va avoir les ordinateurs. Alors, ils vont arriver les transistors, qui ça va considérablement réduire. Vous savez, un transistor, c'est comme un neurone, ça passe ou ça passe pas. Et donc, voilà. Et puis vont arriver ensuite les puces électroniques, sur lesquelles vous avez des milliers de circuits. Donc, ça va tout réduire. Et donc, on va arriver à des ordinateurs comme ça. J'en reparlerai de celui-là. Mais bon, il est gros. Et c'est l'époque aussi où va se développer la robotique. Alors là, je vais aller assez vite, mais les robots, au départ, ils vont surtout être utilisés dans l'industrie manufacturière, sur des tâches de manipulation entre les machines pour transporter du matériel le plus souvent, ou alors pour les besoins en environnement hostile. Alors les robots, ils viennent? Oui, ils viennent. Voilà. Alors la différence avec une machine normale, quand on a un robot, c'est qu'on n'est pas obligé obligatoirement d'appuyer sur le bouton off pour qu'elle s'arrête. Il y a à l'intérieur souvent un procédé qui fait que si ça coince, elle s'arrête automatiquement. Il y a une sirène qui sonne à la rigueur ou des choses comme ça. Grosso modo, un robot, c'est quoi? Une partie mécanique avec des bras articulés dans tous les sens, des axes, etc. Et puis à côté, vous avez une composante informatique avec des logiciels programmables, des algorithmes, de plus en plus d'intelligence artificielle. Au départ, il n'y en a pas tellement, mais vous en avez de plus en plus qui intervient. Et donc, ça va considérablement évoluer. On va les doter de capteurs, de micros, etc. Et ils vont répondre à des injonctions. On pourra parler à certains, ils vont répondre, etc. Et on en trouve aujourd'hui partout.
C'est-à-dire qu'au départ, c'était dans les entreprises, mais aujourd'hui, vous en avez dans l'agriculture. Je crois qu'on a des exosquelettes pour aider les salariés. On en trouve dans l'agriculture, dans le nettoyage, en chirurgie. Aujourd'hui, vous avez des robots qui opèrent, alors sous la direction, avec le contrôle de chirurgiens, mais voilà. Et puis, vous allez les avoir, y compris dans la maison, aujourd'hui, avec la domotique, les aspirateurs, les trucs qui lavent les piscines et tout, ça se balade partout. C'est devenu vraiment un truc énorme. Il faut savoir qu'actuellement, entre 2010 et 2021, le nombre de robots industriels sur la Terre a triplé. Et il atteint aujourd'hui à 3,5 millions de... Alors, ce que j'appelle des robots, c'est des gros trucs quand même. De robots industriels, et ça augmente de 500 000 tous les ans. Et les pays où il y en a le plus, c'est en particulier la Chine. Et en Europe, c'est l'Allemagne. Et donc, tout le problème, quand on est à ça, on fait même des robots, vous voyez, pour entraîner les piliers pour la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai, hein. Le problème qui va se poser derrière ça, c'est est-ce qu'une machine peut penser? Et justement, Alan Turing, en 1950, il avait posé la question des machines intelligentes en précisant que pour lui, la question « la machine peut-elle penser » était absurde. Et il dit il faut poser la question « la machine peut-elle tenir la place d'un humain dans le jeu de l'imitation » Alors ce qu'il appelait le jeu de l'imitation, pour les gens qui travaillent en informatique, enfin en intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le test de Turing. Le jeu c'est simple, c'est vous ne voyez pas derrière un mur, vous ne voyez rien, il y a d'un côté un homme, de l'autre côté une machine. Et vous posez des questions. Toutes les questions que vous voulez. Le personnage et la machine qui sont derrière peuvent répondre, y compris avec des mensonges et tout. Peu importe, vous posez autant de questions que vous voulez. Et si, à la fin du test, vous n'avez pas réussi à faire la différence entre la machine et l'homme, alors la machine a réussi son passage dans le test de Turing. Ça va être repris par beaucoup d'informaticiens, ça va être contesté par un certain nombre, en particulier par le philosophe John Searle, qui fait une expérience de pensée qu'on appelle la chambre chinoise. Il dit, prenez quelqu'un qui connaît absolument pas le chinois, comme moi, vous lui donnez des bouquins bien touffus, mais dans lesquels qui donnent comment construire des phrases chinoises correctes, absolument parfaites, etc. On va vous poser des questions chinoises, vous allez répondre avec ce truc-là, sans savoir ce qu'elles veulent dire, mais de manière parfaitement correcte, et un sinologue pensera que vous parlez vraiment chinois et que vous n'êtes pas une machine. Bon, ça reste contestable. Je vous signale quand même que ChatGPT, c'est exactement ça. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc, voilà. Et puis, l'article de Turing va donc ouvrir la naissance à des recherches sur l'intelligence artificielle. Et donc, en 1955, John McCarthy du MIT et Marvin Minsky proposent d'ouvrir une école d'été pour développer une nouvelle discipline. C'est eux qui vont inventer le mot intelligence artificielle. Et ils définissent ça comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Alors cette conférence a lieu durant l'été 1956 au Dartmouth College, et elle est considérée comme c'est là qu'est fondée l'intelligence artificielle. Et eux, ce qu'ils lancent comme conjecture, c'est que toutes les fonctions cognitives, c'est-à-dire l'apprentissage, le raisonnement, le calcul, la perception, la mémorisation, la découverte scientifique, la création artistique, tout ça, ça peut être décrit de façon suffisamment fine et précise pour que ça soit possible de le programmer sur un ordinateur. Et donc, on peut reproduire la pensée humaine avec le cerveau humain, avec un ordinateur. Moi, à ce jour, déjà, ça c'est une certitude, on n'a pas réussi à démontrer que c'était vrai, et on n'a pas réussi à démontrer que c'était faux. Voilà. Après, chacun se fait son opinion, je vous donnerai la mienne à la fin. Donc la définition la plus large, que je pourrais dire, la plus générale de l'intelligence artificielle qu'on pourrait donner, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Voilà. Si je donne ça, il n'y a que certains animaux et que les humains qui arrivent à nager, non? Grosso modo. À nager sous l'eau, par exemple, et tout. Donc, est-ce que pour ça, vous direz qu'un sous-marin, il nage? Qu'il est intelligent? Voilà, c'est une question. On en reparlera. En attendant, je vais vous donner quelques définitions, parce que j'ai parlé d'algorithme, il y a peut-être des gens qui disent qu'ils parlent de javanais, là. C'est tout simplement une façon de décrire dans les moindres détails comment procéder pour faire quelque chose.
Par exemple, je peux dire, pour fermer la main, alors j'ai un muscle là, moi je ne suis pas du tout médecin, mais un médecin va m'expliquer qu'il y a tel muscle là qui se contracte, et puis après ça tire sur... Voilà, on peut décomposer, et à peu près tous les phénomènes mécaniques, naturels, etc., on peut arriver à les décomposer comme ça. Hein. Sauf que parfois, il faut des milliers et des milliers et des millions et des milliards de pas, et ça devient très vite impossible. Voilà. Mais toutes les actions peuvent être décomposées comme ça. Et donc, en définitive, avec un algorithme, on a un reflet numérique, je dirais, parce que je vous ai dit, tout ça, ça se traduit par des 0 et des 1. Donc on a un reflet numérique du réel, et on fonctionne en relation, l'algorithme agit sur ce reflet numérique, et après, du coup, ça permet d'agir sur le réel non numérique. Par exemple, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Tu prends ça, tu fais ça, si tu le respectes, normalement, c'est bon. Voilà. Alors, c'est très mathématique à l'algorithme. Aujourd'hui, on a des algorithmes pour faire simuler la propagation du Covid, par exemple. On a travaillé avec ça une période. Vous avez des algorithmes qui, parce que vous avez commandé quelques livres à Amazon, qui permettent de savoir grosso modo vos goûts, qui vont, chaque fois que vous irez, vont vous balancer des pubs pour des bouquins. On peut comparer des images numériques, comparer les empreintes digitales, piloter de façon autonome des automobiles. Je ne vais pas en parler en détail, mais il n'est pas là le bouquin de Lecune, mais il explique comment on fait, c'est intéressant, etc. On pilote des sondes spatiales avec des algorithmes, etc. Et puis, pour qu'un algorithme soit mis en œuvre, alors ça s'appelle un algorigramme. Ça, c'est l'algorigramme pour sortir du parking, ce qu'on dit de faire à la machine. Alors, regarde le ticket, s'il est dans le bon sens et qu'il est valide, eh ben, tu mets le voyant en vert, tu ouvres la barrière, et puis on vérifie que la voiture n'est pas passée. Et tant qu'elle n'est pas passée, on laisse ouvert. Quand elle est passée, on ferme et on recommence, et ainsi de suite. Puis si le ticket n'est pas valable, ben, on laisse le billet rouge, on rend le ticket et on recommence. Et voilà. Et après, ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le traduire dans un langage que va comprendre l'ordinateur, enfin, pas tout à fait l'ordinateur directement, que va comprendre le système qu'il y a dans l'ordinateur. Alors ça peut être du basique, du Pascal, je ne vais pas vous citer tous les programmes qui existent aujourd'hui, du Python, aujourd'hui c'est beaucoup ça qui est utilisé dans l'enseignement. Et puis, dans la machine, on va traduire ça en langage qui est alors ça va se faire automatiquement, en langage compréhensible. Les circuits ont été préparés, compréhensibles par l'ordinateur, à coup de 0 et de 1. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'algorithme, vous allez mettre ça avec d'autres algorithmes, ça va vous faire des programmes, et puis les programmes, vous allez mettre à l'intérieur d'un truc un peu plus gros qu'on va appeler un logiciel, et puis voilà, vous chargez un logiciel et ça tourne, il n'y a pas de problème. Voilà comment ça marche. Alors, mais s'il y a des questions, on en parlera après. Je vais aller assez vite pour ne pas vous ennuyer, oui, ça je l'ai déjà dit. Mais on va revenir à l'intelligence artificielle. Donc, à partir des années 55, c'est là qu'est né le mot, on va avoir un développement, ça va devenir une discipline scientifique à part entière, avec une histoire assez mouvementée, c'est-à-dire qu'on aura des hauts, comme on a eu au moment de la cybernétique, ça y est, on a tout réglé. Non, ça n'a pas marché, et on va voir que l'intelligence artificielle, jusqu'à il y a 10-12 ans, c'est ça, c'est des hauts, puis c'est des bas, c'est-à-dire, souvent, les chercheurs disaient, ça y est, on a réglé, mais ça ne marche pas, donc les investisseurs disaient, on retire nos billes, les gens s'y intéressaient plus, et on a comme ça des périodes d'hibernation. Je vous en parlerai, je vous le dirai à chaque fois. Mais on va avoir surtout deux approches de l'intelligence artificielle, deux écoles, qu'on a souvent mis en opposition, qui aujourd'hui le sont beaucoup moins, parce qu'on utilise les deux approches souvent dans les programmes qu'on fait. On a d'une part ce qu'on appelle le cognitivisme. C'est tout simplement, ça rejoint un peu la vision des cybernéticiens. C'est-à-dire que ce n'est pas le support qui compte, c'est le fonctionnement de la pensée. Et pour eux, la cognition, c'est tout simplement une suite de raisonnements logiques. Donc si vous connaissez la logique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. Un calcul, qu'il soit opéré par le cerveau ou par la calculatrice, c'est la même opération qui est en jeu. Donc il suffit de faire ce que je vous ai montré avant. On a un raisonnement logique. Si ça marche, j'y vais. Si ça ne marche pas, je fais autre chose. On fait une arborescence, puis on construit comme ça tout un programme. Alors ça peut devenir très, très puissant. Mais c'est la vision qu'il y a. Et d'ailleurs, Herbert Simon et Alan Neville, qui étaient au Dartmouth College, ils disent la pensée, c'est tout simplement la manipulation de symboles par l'application de règles. Et cette vision-là va donner ce qu'on a appelé les systèmes experts, je vais en parler dans un instant, qui est une partie de l'intelligence artificielle avant ce qu'on a maintenant, quoi.
Ça rentre d'ailleurs dans le sillage du philosophe anglais, Thomas Hobbes, qui écrivait dans Léviathan, la raison en ce sens n'est rien d'autre que le calcul. Voilà. Et donc, par exemple, c'est avec cette vision-là un peu qu'on a construit les premières machines qu'on gagnait aux échecs. Tout simplement, on regardait tous les cas et puis on disait, ah ben là c'est gagnant, on continue, etc. C'était pas rapide parfois, c'était alors des programmes très compliqués à construire, mais on a réussi plus ou moins à le faire. Puis la deuxième vision, c'était le connexionnisme. Alors là, on ne s'interroge pas sur la possibilité que la machine réalise un raisonnement logique, mais l'idée, c'est de copier sur la manière dont nous, on apprend. Un petit enfant, vous avez ceux qui ont eu des enfants, bon, la plupart, vous n'avez jamais pris votre gamin, vous ne l'avez jamais mis sur une chaise en lui disant, maintenant, je vais t'expliquer les règles pour que ce soit un chat. Le connexionnisme, c'est ça, au départ, on met des règles, etc. Non, il a vu une vingtaine de chats, une paire de fois après il s'est trompé, mais il dit non, c'est pas un chat, mais ça c'est un chat, et il a compris ce que c'était qu'un chat. Donc l'idée, c'est tout simplement de multiplier les interactions cognitives entre la machine et ce qu'on veut lui faire pour faire émerger, à partir d'un processus de réseau d'unités simples, pour faire émerger une compétence. Voilà. Et donc, cette approche, elle s'est construite en s'inspirant, parce que dans les années 50, c'est aussi la période où on va faire toutes les découvertes sur le fonctionnement du cerveau. Voilà. Cette petite bête qu'on a là-haut, peu importe le poids, je vous signale, grosso modo, elles ont toutes les mêmes compétences. Le poids n'a rien à voir. Einstein avait un cerveau beaucoup plus petit que la moyenne du poids du cerveau des femmes. Voilà. Parce qu'en général, en moyenne, il est légèrement plus bas. Parce qu'elles ont une tête plus petite, c'est tout. C'est pas pour une autre chose. Et bien Einstein était encore beaucoup plus bas. Alors, vous voyez que ça ne veut rien dire. Alors, le cerveau, on va en parler parce que quand même, voilà. Là, ce que vous avez là, non, vous ne l'avez pas encore, vous allez l'avoir. Tac. Voilà. C'est une vraie photo de vrais neurones. On fait aujourd'hui de la microphoto. C'est une vraie photo de vrais neurones du cerveau. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que le cerveau ? C'est les neurones. Alors, il y en a vous en avez 85 milliards en moyenne dans la tête. Voilà. Et c'est tout simple, vous allez voir, c'est tout bête un neurone. Mais comme il y en a 85 milliards, ça fait qu'on est tous intelligents. C'est ça qui est génial. Alors, d'abord, dans un cerveau, il reçoit des informations par ce qu'on appelle, là-bas, au bout, les dendrites. Alors, il y en a plein. Et voilà, il reçoit des stimuli. Alors, je ne sais pas, si vous avez dans la rétine, tac, il y a un rayon de lumière qui va arriver, tac, ça va toucher sur une dendrite, hop, ça va la stimuler, hop, elle va balancer une petite décharge électrique, là, et puis ainsi de suite. Alors, il y en a plein qui arrivent dans le corps cellulaire. Et là, le corps cellulaire, tant que la somme des intensités électriques qui arrivent, elle n'est pas suffisante, il ne fait rien. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Si ça dépasse, alors là, il va, lui à son tour, balancer une décharge électrique, une petite, de l'électricité, un petit flash électrique, une excitation électrique, cherchez le mot, excusez-moi, dans ce qu'on appelle l'axone. L'axone, c'est la seule sortie d'un neurone qui est derrière. Ça peut faire 1 centimètre, ça peut faire jusqu'à 1 mètre, ça se balade là-haut. Et alors, ça a plein de terminaisons à droite à gauche. En moyenne, un neurone dans votre cerveau, il est en contact avec 2000 neurones derrière. Donc, vous voyez, alors, calculez, vous avez 85 milliards de neurones qui ont en moyenne 2 milliards le contact, ça s'appelle le synapse. Donc, 2000 synapses, vous faites le produit, vous avez donc le nombre de liaisons synaptiques que vous avez dans le cerveau. C'est énorme. Et c'est pour ça quand on dit oh, il n'a pas le cerveau, mais si, vous en avez grandement assez, il faut l'utiliser, allez-y. Et alors le synapse, tout simplement, ce qu'il fait, c'est que quand il arrive une décharge électrique, il lâche une petite molécule qu'on appelle un neurotransmetteur, c'est de la chimie, là, qui va aller se fixer, donc en général c'est sur une dendrite en face, et qui à son tour va déclencher un système électrique, etc. etc. Voilà. Donc ce qui prouve d'ailleurs que ce n'est pas qu'électrique le cerveau, c'est aussi chimique. Voilà. Et donc, j'ai calculé, on a en moyenne entre 150 000 et 170 000 milliards de synapses dans la tête. Voilà. Et donc, c'est parce que vous avez tout ça que ça marche. Sinon, un neurone, c'est facile. Et donc, on va s'imaginer les premiers neurones artificiels. Alors, ceux que je vous l'ai dit, c'est ceux qui avaient pensé, c'est McCulloch, j'en ai parlé tout à l'heure, et Pitts, au début des années 50. Mais bon, ils ne l'avaient pas fait. Et celui qui est le premier qui va en faire un, c'est Frank Rosenblatt,
qui va faire ça en 57, si mes souvenirs sont bons. Oui. Alors on voit qu'une partie des câbles, c'est un immense réseau de câbles et tout. C'est un truc très élémentaire. Hein. Et donc, il a essayé de copier ce que faisait le neurone humain. Alors, déjà, ce que j'ai oublié de dire sur les dendrites, c'est qu'elles n'ont pas le même poids. Par exemple, il y a une dendrite, elle comptera pour 50% dans l'intensité, peu importe ce qui arrive. Et puis une autre pour seulement 5%. Et puis l'autre pour 10%. Et puis au total, ça fait 100%. Elles n'ont pas le même poids. Donc il va utiliser ça. Et il va tout simplement... Alors c'est un système informatique. Hein. Vous rentrez des données, et suivant l'entrée où vous entrez, ça va être multiplié par un coefficient différent, un poids synaptique, c'est ce qu'on utilise comme mot, hein, différent. On va additionner. Alors oui, il faudrait que je le montre quand même. Voilà, comment ça marche, c'est un célèbre journaliste qui disait toujours ça. Et alors voilà, donc vous avez les entrées, vous avez les différents poids synaptiques. Alors je suis matheux, j'écris ça comme un matheux, je vous prie de m'excuser. Et puis tout ça, ça va être combiné. Les premières fonctions de combinaison, c'est simple, on additionne tout. Hein, et on verra que ça a ses limites, et du coup on sera obligé d'aller plus loin. Et puis ça arrive et vous avez un seuil. Comme le neurone, est-ce que ça dépasse le seuil ou est-ce que ça ne le dépasse pas? Si ça ne le dépasse pas, je sors un 0. Au départ, c'est ça. Et si ça le dépasse, au départ, je sors un 1. Voilà, c'est tout bête. On verra, pareil, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est devenu un peu plus, c'était pas plus obligatoirement des 1 à la fin, c'est devenu un peu plus compliqué. Et donc, vous rentrez des données, voilà, je les multiplie par mes coefficients, je les additionne, je compare à mon seuil, c'est plus grand, je sors un 1, c'est pas plus grand, je sors un 0. Voilà, c'est tout bête. Et ça correspond exactement à ce que fait un neurone biologique. Hein. Par exemple, en voilà un tout bête. Hein. Alors, pour les gens qui ont fait dans le temps, on faisait de la logique en secondes. Alors, pour ceux qui ont fait de la logique en secondes, ça c'est le ou logique. Alors, le ou logique, je vous explique. Je donne deux propositions, et pour que la première ou la seconde soit vraie, il faut que une au moins des deux soit vraie. Si je vous dis il fait jour où je suis à Saint-Julien, c'est vrai. Si je vous dis il fait nuit où je suis à Perpignan, c'est vrai. Si je vous dis il fait jour où je suis à Saint-Julien, c'est vrai aussi. Mais si je vous le dis il fait jour où je suis à Perpignan, c'est faux. Les deux sont fausses. Ben, c'est exactement ce que ça fait. Et là, les coefficients, c'est 1. Vrai, c'est 1. Faux, c'est 0. Si j'ai les deux qui sont vrais, ça fait 1 plus 1, 2. C'est plus grand que le seuil 0,5. Donc ça me donnera comme réponse 1. C'est vrai. 1 plus 0, si un seul des deux est vrai, 1 plus 0 ou 0 plus 1, ça fait 1. C'est plus grand que 1,5. Ça sort, c'est vrai. C'est plus grand que 0,5, c'est vrai, ça sort 1. Si les deux sont faux, 0 plus 0, c'est plus petit que 0,5. Ah, c'est faux, la machine, elle sort 0. Donc, c'est ce qu'on appelle le ou logique. Donc, imaginez que des neurones comme ça, vous en ayez des milliers avec tous les trucs de logique. Le ou, le et, alors, pour ceux qui ont fait de la logique, l'implication, tout ça, vous allez pouvoir avoir des trucs qui vont vraiment faire du raisonnement logique. On en verra les limites, hein, vous en faites pas. Tenez une première avec les neurones. Ça fait très mathématique, j'y peux rien. Voilà. Vous avez vu qu'on faisait des additions avec des a fois x plus a1 fois x1, etc. Ce qu'on appelle, c'est linéaire. Et en maths, du linéaire, ça ne se représente que par des droites, des lignes droites. Alors imaginez que j'ai 4 images, que j'ai notées 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Et puis le truc en général, au départ, on sépare les choses. On va séparer l'image du chien, l'image du chat, etc. C'est ce que fait l'intelligence artificielle. Et imaginez que je veuille séparer les deux qui ont la deuxième nombre 0, des deux qui ont le deuxième nombre, les deux deuxièmes nombres, c'est des 1. Ben, je peux tracer une droite. Imaginez, et là je vais faire mon ou logique, que je veux séparer quand il n'y a que des 0 et puis quand il y a autre chose. Je peux. Mais maintenant, imaginez, et c'est un symbole logique qu'on appelle le oui exclusif, imaginez que je veuille séparer les deux où il n'y a pas la même valeur, enfin les deux mêmes nombres dans les parenthèses, les deux mêmes couples, et les deux où il y a les deux mêmes valeurs. Avec une droite, je ne peux pas. Essayez, vous ne pourrez pas regrouper avec une droite 1, 1 et 0, 0 et les deux autres. Et bien ça va être démontré, mais en 1969 seulement, hein. Donc il a fallu du temps. Ça va être démontré en 1969
par un qui était au départ, hein, Marvin Minsky, et par Seymour Papert, en disant tant qu'on restera avec des procédés linéaires, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec nos neurones. Et c'est un truc tout bête, hein, mais voilà. Bon, je l'ai simplifié, je vous le dis tout de suite quand même. Et puis, ce qui bloque surtout, c'est la rapidité des machines, c'est les capacités de mémoire, et ça va être des freins, ce qui fait qu'à partir de 69, 70, on ne parle plus d'IA, on ne parle plus d'IA connexionniste, c'est-à-dire avec des neurones, mais on va revenir à l'IA des logiques, des raisonnements logiques avec les arborescences. Et c'est l'époque où on va créer tous les systèmes experts. Alors, un système expert, c'est tout bête. Non, c'est bon. Vous programmez votre système expert. Vous mettez des règles, une base de règles. Alors, vous avez fait ça avec un expert. Par exemple, vous faites un système expert d'aide au diagnostic. Alors, vous venez avec un médecin et puis il vous dit, bon, alors il faut que tu mettes, est-ce qu'il a de la fièvre? Oui, non. Est-ce qu'il a des frissons? Oui, non. Est-ce qu'il a mal à la tête? Oui, non. Est-ce qu'il dort bien? Oui, je ne sais pas. Et puis, mais s'il a ça, il faut que tu rajoutes ça. Il faut tout prévoir. Hein. Et puis, vous mettez ça dans les règles. Et après, vous avez un interface utilisateur. Donc là, le médecin, il vous pose la question, il rentre les données. Et on a un moteur d'inférence, c'est-à-dire un raisonnement logique à partir des données et des règles que vous avez données. Et on vous dit, voilà, oui, monsieur, vous avez la grippe, ou on ne sait pas trop, mais il va falloir qu'on fasse d'autres analyses, etc. Ce qu'on appelle des systèmes experts. Et ça va se multiplier. Alors, je vous ai parlé du cas médical, mais par exemple, je ne sais pas ce que j'ai mis là. Et alors, ça n'utilise que des raisonnements logiques, et le plus simple des raisonnements logiques, c'est, on en parle souvent en philo, hein, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Si P est vrai, et si P implique Q, alors Q est vrai. Voilà. Et c'est ce qui va être utilisé. J'ai simplifié là aussi. On peut élaborer des choses un petit peu plus compliquées, mais la base, c'est ça. Par exemple, voilà un système expert, il faut trier des nombres, du plus petit au plus grand. Je dis à la machine, c'est simple, tu prends le premier et tu le compares au suivant. Si il est plus grand, tu le laisses, tu prends le suivant et tu continues. Et donc, à la fin, vous allez avoir le plus grand de tous qui va être en dernier. Et tu recommences. Par contre, si celui qui suit, il est plus petit, tu permutes et tu recontinues. Et ça vous classe. Voilà. Alors, ça, c'est en Python, hein, c'est en langage Python, donc je l'ai traduit. Et voilà ce que ça donne. Et ça va très vite. Hein. Et on a gagné un moyen, et ça, c'est bon, c'est une forme de système expert. Je vais passer très vite. Hein. Un distributeur de boissons, je m'étais amusé à mettre ça. Hein. Voilà, la pièce est 1 €. Donc voilà, c'est les arborescences que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais ça a permis de belles réussites, ces systèmes experts, mais est-ce que ça simule vraiment l'intelligence? Donc je vous ai dit, il faut vraiment avoir des gens qui viennent vous donner tous les détails avant. Il faut tout prévoir avant, sinon ça ne marche pas. Ou alors vous allez très vite être buté. Et puis surtout, voilà, je vous demande, je veux faire un système expert pour reconnaître un chat. Alors qui peut me donner la liste de toutes les caractéristiques pour que quand j'amène une image de chat devant un ordinateur, il puisse me répondre « c'est un chat ». Imaginez le nombre de caractéristiques qu'il va falloir prendre. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et donc, va falloir tout simplement mettre plein de neurones, alors on revient à ce moment-là aux neurones, mettre plein de neurones et faire des statistiques sur les neurones. C'est-à-dire, quand ça sort, il y en a un qui m'a dit c'est un chat, il m'a sorti des 1, puis il y en a qui m'ont sorti des 0, puis je fais la statistique, puis je suis à 0,4, je ne suis pas encore, donc il faut que j'améliore ça. Là, je suis à 0,99, c'est bon, allez, c'est un chat, on n'en parle plus. Et donc, on va créer ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc là, je vous ai refait très schématiquement, vous avez eu mes neurones tout à l'heure, on fait la somme, il y a la fonction d'activation, alors on voit les rentrées avec des coefficients, puis on a des neurones derrière, on leur balance les résultats, et puis on a des sorties. Puis alors, je n'ai pas mis, mais parfois il y a des boucles de rétroaction, il y a tout ça. C'est de plus en plus compliqué, évidemment. Hein. Par exemple, ce qui va jouer le rôle principal, c'est-à-dire qu'avec ça, on crée des machines apprenantes. Elles apprennent comme nous, on apprend. Comme le petit enfant, il apprend. C'est ça l'objectif. Hein. Alors, un seul neurone ne fait pas grand-chose, mais on en a je vous dirais dans les réseaux aujourd'hui, c'est énorme. Alors déjà, ils ne sont pas tous du modèle du premier que je vous ai montré. Ils se sont complexifiés. On ne fait plus des additions, on utilise d'autres fonctions, la fonction sigmoïde, la tangente hyperbolique, etc. C'est des maths.
Mais le principe reste le même. On a juste complexifié les calculs qu'on fait à l'intérieur. Mais le principe reste le même. Et puis, ouais, les sorties, alors il y a des boucles de rétroaction, etc. Et donc, par exemple, je sais pas, voilà, je veux reconnaître un chien, là c'est réduit, mais bon, c'est une image de 1000 sur 1000, donc j'ai 1 million de pixels. Alors, ma première couche, il va y avoir 1 million de neurones qui vont regarder chaque pixel, chercher par exemple s'il y a un contour. Et puis, alors ça envoie sa deuxième couche qui va chercher à voir si les contours, on peut faire une forme. Et puis une troisième couche qui va regarder quelle forme, si ça correspond. On va regarder la texture, la structure. Enfin, et vous allez avoir comme ça des trucs énormes. Et pour arriver à la faire apprendre, on va tout simplement jouer sur les paramètres. C'est-à-dire sur les coefficients synaptiques et sur les seuils. Alors tant que vous avez 100, 200, 300 neurones, le chercheur, il prend son écran et hop, il rentre là-dedans, il change. Ouais. Mais par exemple, pour l'image d'un chat. Putain, les chats, c'est chiant, mais pour l'image d'un chat. Pour l'image d'un chat, je sais pas, moi, il faut peut-être fixer 100 caractéristiques, d'accord ? 100 caractéristiques où je vais dire oui ou non. Hein ? Donc, il va me falloir 2 puissance 100 neurones. 2 puissance 100 neurones, c'est 1, à peu près, 1 suivi de 30 zéros neurones. Là, ça devient très compliqué. Et donc, l'idée qu'il va y avoir, c'est plutôt que de faire une couche de neurones, on va en faire plusieurs. Une première couche qui va travailler sur certaines caractéristiques, qui enverra ses résultats à la deuxième, qui va travailler plus finement, etc. etc. Et par exemple, on s'est aperçu que de prendre mes 2 puissance 100 neurones sur une couche, c'est pareil que si j'en prends 2 puissance 10, ça fait 1024 sur 2 couches. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds, avec une multiplication des couches qui vont se passer. Voilà. Alors là, voilà, deuxième couche, mais voilà. On a des neurones profonds. Et alors, on s'aperçoit que la première couche, elle demande énormément de puissance de calcul, et la deuxième, elle en demande beaucoup moins, et surtout, grâce à ce système-là, on a un haut niveau d'abstraction. Donc, on peut très vite aller sur les caractéristiques qui vont nous permettre de savoir ce que c'est un chat. Alors, ce que je vous disais, ce qui est important, c'est de changer les paramètres. L'intelligence d'un réseau de neurones, c'est les paramètres. ChatGPT, pour fonctionner, 175 millions de paramètres. ChatGPT, 175 millions de paramètres. Pas possible de régler ça à la main. Alors, on verra comment ils l'ont fait. Non, pardon, 175 milliards. Oui, j'avais bien dit au départ, c'est milliards de paramètres. Je me disais, voilà. Mais le problème, c'est donc qu'il faut que vous testiez sans arrêt. Et pour reconnaître un chat, il va falloir faire regarder des tas de chats à ma machine. Y donner des tas d'images pour pouvoir affiner les paramètres. Un gamin, vous lui donnez 10 chats, 20 chats, il comprend. Oui, alors je passe, voilà, ça c'est mes réseaux de neurones, ça suffit. Voilà, un gamin, là, il a, hop, le petit haut, il sait que c'est un chat. Un ordinateur, il faut y en donner au moins 100 000, et encore, vous aurez une réponse à 90%. Voilà. Comme quoi, la machine, c'est quand même plus bête qu'un homme. Voilà. Et donc, on va faire apprendre aux machines. Alors, il faut me dire si je suis trop long. Il faut faire apprendre aux machines. Et là, on est bloqué. À nouveau, dans les années 80, on est bloqué parce que les machines ne sont pas assez puissantes pour apprendre. On ne peut pas mettre dans une machine 175 milliards de paramètres, de coefficients synaptiques, de seuils, etc. Ou alors, c'est beaucoup trop long. Et puis, on n'a pas le volume de données. Parce que l'essence de l'apprentissage d'une machine, c'est les données. Faut lui en balancer. Si un gamin avec 10 chats, il a compris une machine, non. Voilà. Et alors, il faut attendre les années 90 pour que ça reparte. Là, l'intelligence artificielle là, va prendre son essor pour 2 raisons. D'une part, alors, on va pouvoir faire apprendre très vite à ce qu'on appelle, c'est des nouveaux processeurs, qu'on appelle donc des unités de traitement graphique. C'est des processeurs qui ont été fabriqués pour les jeux. Donc il faut qu'ils aillent très vite. Et ils ont une puissance de calcul énorme. Ils font grosso modo, ces trucs-là, 10 000 milliards d'opérations par seconde. Donc, on calcule très très vite. On ajoute même des accélérateurs de calcul, ça existe en plus. Donc on va gagner. Et on a aujourd'hui, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure cette machine, c'est le supercalculateur Frontier du département américain de l'énergie qui, le 27 mai 2022,
a dépassé, alors il a battu le record, hein, il a fait 10 puissance 18 flops. Alors je vous traduis, moi je vous donne, mais je vous traduis. Il a fait 1 milliard d'opérations en une seconde. Voilà. Il est énorme, hein. Et il bouffe l'énergie d'une ville de 10 000 habitants ou quelque chose comme ça. Vous faites, pas tout à fait, mais presque le même boulot avec 25 watts. Hein. Non, je suis sérieux, hein. Je suis sérieux. Donc, hein, voilà, il faut le savoir quand même. Hein. Ça, je ne rejette pas l'intelligence artificielle, mais il faut avoir aussi ces données-là pour ces... Et puis, il manque encore, il faut attendre à ce moment-là, disons, le début des années 2000, parce qu'il manque les données, et les données, c'est qui les donne? C'est Internet. Avec Internet, hein, vous allez avoir le super carburant de l'apprentissage des machines. Et alors là, les GAFAM, hein, vous les connaissez, les 5, là, ils vont s'en donner à corps joie, ils investissent totalement là-dedans pour développer ce qu'on appelle l'intelligence machine, c'est-à-dire, en anglais, parce que là-dedans il y a plein d'anglais, j'y peux rien, je parle très mal, alors, le machine learning, voilà. Et puis, je vais vous expliquer surtout l'apprentissage profond, donc le deep learning, qui va être mis au point par 3 chercheurs. Le premier, Hinton, c'est un Canadien, le deuxième, c'est un Maroco-Québécois, et le troisième, c'est un Français. Et on peut trouver ces leçons d'intelligence artificielle sur Internet. J'ai mis à la fin, dans la bibliographie, il apparaît. Il a fait un excellent livre, d'ailleurs, dont j'ai plus le titre, je l'avais donné, mais on n'a pas pu l'avoir ici. Lui, il y croit beaucoup à l'intelligence qui va égaler l'homme, mais c'est un mec bien. C'est-à-dire, toutes ses inventions, il interdit qu'on mette des brevets dessus. Hein. C'est en libre accès systématiquement. Et c'est un pape de l'intelligence artificielle. Alors, les différents types d'intelligence, j'explique vite fait. Premier, l'apprentissage supervisé. C'est simple. Tu crées un système... Alors, tu dis, je veux reconnaître, je ne sais pas, là c'est un canard, je veux reconnaître un canard. Tu as relevé un certain nombre de caractéristiques, mais à peu près, parce qu'il y en a tellement que tu ne sais pas faire. Et puis, tu as créé ton réseau avec, je ne sais pas, 4-5 000 neurones, 10 000 neurones, 100 000 neurones, hein, c'est à peu près ça, pour la représentance. Et puis, tu as mis des paramètres à peu près qui doivent coller. Et puis, tu mets des photos de canards. Alors, avant ça, il y a des petits Kenyans, ou des petits Indonésiens, ou des petits Malgaches, qui ont passé des heures sur l'ordinateur à faire des clics pour dire ça c'est un canard, ça c'est pas un canard, ça c'est un canard, ça c'est pas un canard, ça je vire c'est une image porno, ça c'est une image horrible. Oui, parce que les mecs ils sont traumatisés par ça quand même. Hein. Il y en a qui voient que des saloperies parce qu'il faut virer sur Google et tout ça. Hein. Donc ils sont payés $2. Hein, voilà. Oui, c'est ça aussi l'intelligence artificielle. Hein. Voilà, j'en reparlerai. Et donc, on y amène donc des photos de canards, on sait que c'est des canards, et on balance ça dans la machine. Et la machine, elle travaille, et elle sort à l'arrivée, donc un certain nombre de réponses. On fait la moyenne à 0,5. Je voudrais avoir 1 pour un canard. Donc je suis à 0,5 du 1, ce qu'on appelle une fonction de coût. C'est comme ça que ça s'appelle. Cette fonction de coût, elle nous dit je ne suis pas encore juste. Mais alors, automatiquement, on la réinjecte, elle se réinjecte dans la machine. Et alors, je ne le ferai pas parce que j'en ai un tout près sur un petit nœud. Il y a 8 neurones, mais je montre comment ça marche. Elle va recalculer des paramètres à partir de ça. C'est-à-dire, elle va recalculer un petit différentiel sur chacun des neurones en remontant, et puis elle va utiliser ça pour recalculer des paramètres, et je lui donne un coefficient pour faire ce calcul, en disant, tu vas bouger un tout petit peu par rapport à ce que ça fait. Et puis, je regarde ce qui se passe. Et alors, ce que je vous ai dessiné là-bas, c'est, j'imagine que j'ai que 2 paramètres, c'est tout, que deux données, et puis j'ai la fonction coût. Et mon intérêt, c'est de venir au fond de la vallée, au fond du creux, parce que c'est là que la fonction coût est le plus bas. Et je vais prendre l'image, quand vous faites de la randonnée, vous avez sur la carte, vous avez les lignes de même niveau, là. Puis vous regardez, ça descend plein ou ça monte plein. Alors, si je suis un peu fatigué, je vais prendre plutôt quand ça descend. Et puis plus ça descend vite, mieux ça vaut, je serai plus vite arrivé dans la vallée. C'est exactement ce que je vais faire. Parce que l'ordinateur, il va calculer, et puis on va rebalancer une image. Et là, il s'aperçoit qu'on est dans le bon sens. Alors, il va recalculer toujours la même façon, avec le même coefficient, il va continuer à faire bouger ses paramètres pour arriver le plus vite possible en bas. Puis s'il voit que ça remonte, il va faire l'inverse, il va aller dans l'autre sens pour rechercher un endroit où ça va descendre. Et tout ça, c'est automatique. Hein. Moi, j'y balance des images, on calcule la fonction coût, il dit ça va pas, et il change les paramètres. Alors ça dure un certain temps, hein, et puis il change les paramètres, et à un moment donné, ça y est, j'ai calé.
Et là, donc, j'ai une matrice, ça s'appelle comme ça, en mathématiques, hein, qui doit compter, alors par exemple sur ChatGPT, 175 milliards de nombres, et qui est tout simplement le truc qui va me permettre de reconnaître, alors pour les chats c'est un peu moins quand même, mais qui va me permettre de reconnaître les photos de chats à peu près, je vous montrerai toutes les conneries qu'il peut faire quand même, mais à peu près tout le temps. Voilà comment ça fonctionne. C'est purement mathématique, hein, ce que je vous ai dit là, c'est que des maths, hein, dans la machine c'est que des maths. Hein. Ça c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et alors, il y a eu, là, les 3 mecs que je vous ai montrés tout à l'heure, là, les Québécois et le Français, c'est eux qui ont inventé l'apprentissage profond. Parce que eux, ils ont dit, on avait de plus en plus de couches de neurones, et donc il fallait quand même qu'on ait prévu les différentes caractéristiques. Et pour un chat, j'en vois qui cherchent toujours, ils n'ont pas fini de les trouver, hein, celles qu'il fallait mettre là. Hein, c'est compliqué. Et ils ont dit, mais non, on va pas leur donner toutes les caractéristiques, on va donner des trucs très grossiers. Ça a 4 pattes, ça a une tête, ça a une queue. Et on va lui faire fixer lui-même, en fixant les paramètres, ses propres caractéristiques. C'est-à-dire que on balance des images, et par ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient stochastique, c'est des histoires de dérivés et tout, on va l'amener à fixer ses catégories. Et par exemple, là, on a balancé des images de moto. Alors on a dit grosso modo, hein, on revient les 3 trucs. Et puis l'ordinateur, à force qu'on y en balance, il a repéré qu'il y avait toujours 2 ronds, que nous on appelle des roues, mais lui il ne sait pas. Mais il se dit quand il y a 2 ronds, là, et alors il va affiner ça. Il s'est aperçu que en haut il y avait une espèce de boule que nous on appelle un casque. Et là il se dit voilà, quand j'ai 2 roues et une boule en haut là, et puis peu à peu il va fixer lui-même ses propres catégories pour analyser les images. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond. Et aujourd'hui on en est là, quoi, grosso modo. Et tout ça, c'est des calculs mathématiques, hein, avec des fonctions, etc. Ce que je vous expliquais, on monte et on descend, avec des bouts de rétroaction à l'intérieur, mais on monte et on descend. Et c'est ça l'intelligence artificielle. Alors il y a d'autres apprentissages, il y a l'apprentissage par renforcement. Là, on balance des images qui ne sont pas étiquetées. Et simplement, il compare ce qu'on a devant avec ce qu'il y a derrière, et il dit je me rapproche, si vous voulez, c'est comme s'il avait une récompense. Il y a un coefficient qui apparaît à la fin qui lui dit c'est pas trop mal et il recommence. Alors ça demande énormément de temps et énormément d'images. Par exemple, si c'est de la reconnaissance d'images, j'ai pris cet exemple-là, ça peut être de la reconnaissance de texte, de musique, etc. Ça peut être séparé des collections de livres, etc. Hein, voilà. Voilà. Et puis le dernier, alors celui-là on n'y arrive pas, c'est le Graal, c'est auto-supervisé. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que lui, il sait rien. On y balance le monde à coups de photos, à coups de musique, à coups de texte. Et peu à peu, comme un enfant, comme un adulte, il se construit sa vision du monde, sa compréhension du monde. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce que, par exemple, je n'ai pas de stylo, là, je vais prendre ça. Si je mets une caméra et puis je veux que l'ordinateur me dise où va tomber ce truc quand je le lâche. Le problème, c'est que ce n'est pas prédictible. Moi, le premier, je ne suis pas capable de dire où il va tomber, il tombe tout autour. Il va faire un calcul statistique sur les résultats. Et puis il va me sortir un truc tout rond, où il y aura toutes les positions, parce qu'il en est incapable. Parce que le problème, c'est qu'il n'a pas compris ce que c'était que la gravitation, il ne l'a jamais appris. Le bébé, il l'a appris quand il balançait son jouet par terre et que vous l'engueuliez, parce que aussitôt vous y remettiez, mais il avait appris ce que c'était que la gravitation. Mais l'ordinateur, il ne sait pas, lui. Et donc, c'est pas possible. Et donc, faut pas rêver. Hein. Voilà. Donc, voilà pourquoi tous ces apprentissages, ils sont géniaux, mais on n'arrive pas à tout faire avec, ça, c'est limite. Et je vais vous donner un exemple, parce que c'est de ça qu'on parle, tout le monde est venu rien que pour ça, je le sais, c'est ça. Voilà. ChatGPT, quelques chiffres, 1 million d'utilisateurs les 5 premiers jours. En mars, on avait 116 millions d'utilisateurs et 25 millions de visites par jour. Le modèle, je vous l'ai dit, 175 milliards de paramètres. Il a été entraîné pendant des mois sur une base de 300 milliards de mots, parce qu'il y a toutes les langues. Hein. Il a fallu un serveur de calcul avec ces fameux gros trucs très rapides, il a fallu 10. Et donc ça veut dire qu'on a un data center ça fait 80 mètres carrés quand même, c'est une grosse machine. Hein. Le coût total de l'entraînement, ça a coûté 12 millions de dollars. Et les données, c'est ce que je vous disais, il travaillait 9 heures par jour à raison de $2. J'ai mis 2 l'heure, mais je crois que c'est au malgache, c'était 2 par jour. Hein.
Et puis le coût journalier de fonctionnement, c'est 700 000 €. Voilà. Alors, comme dit toujours mon journaliste préféré, alors ça c'est pour les anciens quand même, hein, comment ça marche? Je vais vous donner... ChatGPT repose sur un modèle... ChatGPT, alors il y a ChatGPT. GPT au départ c'est pour créer des phrases. Chat, ça s'est rajouté pour qu'il puisse vous répondre, etc., que ça soit bien, quoi, que vous n'ayez pas une phrase brutale, mais il sait mettre des formes, hein, il sait arrondir les angles et tout ça, il a appris. Et c'est le modèle de langage GPT, ça veut dire tout simplement transformateur génératif préentraîné. Le principe de base, c'est simplement de prédire le prochain mot d'un texte, en s'appuyant simplement sur des millions de textes qu'il va regarder à toute vitesse. Vous, il faudrait des milliers d'années pour les regarder, lui, il fait ça en 3 secondes. Hein. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Mais GPT-2 s'était entraîné sur 40 gigaoctets de texte. GPT-3 s'est entraîné sur 570 gigaoctets de texte. Pour vous donner un ordre d'idée des gigaoctets, tout Wikipédia, je pense que tout le monde connaît à peu près Wikipédia, tout Wikipédia, ça fait 10 gigaoctets. Voilà. Et GPT-4, on ne sait pas, mais il paraît que c'est encore beaucoup plus grand. Il sort là, et c'est encore beaucoup plus grand. Hein. Alors, comment ça marche? Ben voilà, je lui propose une phrase, je lui dis, voilà, la souris est mangée par... Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir tous ces textes, et puis il établit des statistiques. Et il dit, voilà, il a lu que la souris était mangée par le chat, par 90%, par le chien, 7%, etc., par un spectateur de la conférence sur l'intelligence artificielle, 0, parce que je me suis amusé un jour à mettre une phrase comme ça, voilà, et il dit, bon ben, il va me répondre, c'est mangé par le chat, parce que statistiquement, c'est mangé par le chat. Il ne comprend absolument pas ce qu'on a dit, hein. Ça n'a aucun sens pour lui. C'est pas comme ça que nous on construit une phrase, jamais. Mais lui, c'est comme ça. Il ne cherche pas à dire quelque chose de vrai. Il n'a aucune notion de ce qu'est la vérité. Il est bien trop bête pour ça. Il cherche même pas à reproduire un texte existant. Quand vous lui dites écris un texte à la manière de Marcel Proust, il ne va pas chercher un texte de Marcel Proust. Alors il va repérer quand on parle de Proust et puis comment ça donne. Mais il cherche simplement à fabriquer quelque chose de plausible, qui ait du sens. C'est exactement le mec qui ne parlait pas chinois, mais qui avait les bons bouquins dans la chambre chinoise de l'autre. C'est ce que je vous ai dit, c'est pareil. Alors aujourd'hui, bon, il ne travaille pas avec des mots, mais je vais très vite, il travaille même avec des tokens, c'est-à-dire avec des morceaux de mots. C'est-à-dire que si je lui dis j'aime le chaours, il va décomposer chaours en chat ou ce. Et il travaille avec ça. Il a 50 000 tokens et ça lui permet de produire 200 milliards de mots. Voilà, donc il est tranquille. Et il est capable de remonter à 25 000 mots dans un texte pour voir quand il y a une ambiguïté. Parce qu'il y a plusieurs solutions des fois. Alors pour savoir, je préfère mettre le chat ou le chien. Il peut remonter à 25 000 mots dans un texte à toute vitesse. Hein, il fait ça, voilà. Alors je me suis amusé. Là, vous allez rigoler, vous avez le droit. Hein. J'ai demandé qui est Albert Einstein. Oui, ça, non. Il a été entraîné sur des milliards d'exemples, donc avec apprentissage profond supervisé, ce que j'ai expliqué. Et puis après, apprentissage par renforcement. En général, c'est ce qu'il fait. On fait d'abord le premier, et pour affiner les paramètres, on fait du renforcement. Et donc, il s'est arrêté en 2021. Donc, si vous dites à ChatGPT, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2022 ? Il va vous répondre, moi je l'ai fait, je ne peux pas vous répondre, je ne connais que jusqu'à septembre 2021. Ça, c'est prévu. Donc, je lui ai dit, qui est Einstein ? Alors, je ne vais pas vous faire lire le texte, je l'ai lu, je l'ai étudié, il n'y a aucune connerie. C'est parfait. Il n'a pas été cherché dans le métron des physiciens, il n'a pas été... non, il a cherché les mots, c'est tout. Hein. Il est totalement asémantique. Il a cherché statistiquement ce qui venait après physicien, Einstein, physicien, c'est théoricien, c'est allemand, etc. Puis il a remis ça parce qu'il sait construire des phrases, mais elle ne comprend absolument pas ce qu'elle produit. Et évidemment, du coup, ça produit des hallucinations. C'est des choses très plausibles, très bien écrites, mais qui sont complètement fausses. Vous allez voir, regardez. Alors, je ne sais pas si tout le monde... Ouais, ça je l'ai dit. Voilà. Ça je l'ai dit. Voilà. Tout le monde... s'il y a des Romillons dans la salle, ils ont entendu parler d'Henri Millet. Alors, je lui ai demandé... Alors déjà, au début, il n'avait pas bien compris. Je lui ai dit, Romilly sur scène. Alors là, il m'a répondu... Voilà, vous pouvez lire. Alors, je vous signale que Henri Millet est né en 1865, il est mort en 1902, et il a été maire de Romilly de 1895 à 1896 et de 1900 à 1902. Regardez ce qu'il a écrit.
Il a été déporté à Buchenwald. Et il a été maire de 45 à 47. Alors, on va encore mieux rire. René Grandmont, c'est moi, je vous le dis. Je lui ai demandé est-ce que René Grandmont avait joué pour Truffaut. Ah ben non, j'ai pas joué pour Truffaut, mais j'ai joué pour de grands réalisateurs dans les années 40 et 50. Bon, je suis né en 49, je vous le dis, il n'y a pas de secret. Alors, je me suis dit, mais bon, maintenant qu'il m'a dit une connerie, je vais lui reposer la question, il va peut-être me dire, peut-être les réalisateurs avec qui j'ai tourné sans que je le sache. Et donc, il y a deux semaines et demie à peu près, je lui ai dit, qui est René Grandmont? Et voilà ce qu'il a répondu. Voilà, journaliste. Et alors, je suis né en 1894, je ne fais pas mon âge, mais je suis mort en 1978. Voilà. J'ai écrit des romans, tout ça, j'ai été journaliste. J'ai même été député de 45 à 58. Et il n'y a pas d'autre René Grandmont dans le... Enfin, j'en connais pas et j'ai cherché, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà. Alors bon, il a quand même noté que j'étais plutôt quelqu'un de gauche, ça m'a fait plaisir. Mais j'ai évolué, parce que c'est ça aussi son truc. C'est que quand il y a des doutes, ça reste très vague. Hein, vous n'avez pas de... Alors vous pouvez avoir des trucs très bien, mais enfin, faut voilà. Appeler ça de l'intelligence artificielle, ça me gêne beaucoup. Hein. Il a, comme je parlais de ChatGPT, il comprend moins le réel que votre chat. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et je trouve que c'est de l'escroquerie, et ça fait des ravages en termes de diffusion scientifique de dire que c'est de l'intelligence. J'étais à des conférences il y a quelques week-ends où tout le monde disait, les gens, ils prennent ça pour argent comptant. Alors que c'est une machine qui peut vous aider. Je lui ai dit, fais-moi une conférence sur l'intelligence artificielle. C'était très bien structuré, ce qui n'est pas ma conférence, avec un grand A, un grand 2, un grand 3, un petit A, un petit B, un petit C, partout, etc. Bon, c'était redondant, il n'y a pas grand-chose, mais il avait su le faire. Je ne l'ai pas utilisé, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc c'est de l'escroquerie. Puis c'est doublement de l'escroquerie quand on pense que c'est des robots. Oui, c'est des robots, et vous savez, quand vous dites, prouvez que vous n'êtes pas un robot. Mais c'est un robot qui vous dit ça. C'est quand même gonflé, non? C'est quand même paradoxal. C'est un robot qui vous dit, prouve que tu n'es pas un robot. Alors aujourd'hui, il y a deux écoles, je dirais, dans l'intelligence artificielle. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle étroite. C'est celle qu'on a actuellement. C'est une technologie automatique, centrée sur, la plupart du temps quand même, sur une action précise. Celui-là va reconnaître un chat. Ce truc-là va reconnaître un chien. Vous n'aurez jamais, pour l'instant, on n'a pas d'intelligence artificielle. Vous mettez n'importe quelle photo d'animal et elle vous dit quel est l'animal. Ça, on n'a pas. Voilà. Donc c'est assez précis. Alors il y a une puissance énorme. Ils ont gagné aux échecs, ils ont gagné au jeu de Go. Je peux vous expliquer comment ça fonctionne. Mais voilà, avec un apprentissage, surtout avec beaucoup d'apprentissage. Et on a amélioré donc les systèmes experts, qui sont de moins en moins systèmes experts au sens étroit, mais de plus en plus des systèmes intelligence artificielle. Les jeux vidéo, les voitures autonomes, alors c'est pas encore parfait, de temps en temps elles écrasent du monde. Et je vous donnerai, alors je vais pas donner l'exemple d'écrasement. Ah oui, un jour il y en a une qui regardait son téléphone, celle qui est à côté, et le truc il a confondu. Il devait pas y avoir de vélo à cet endroit-là. C'était dans une rue en Californie. Il devait pas y avoir de vélo. Donc il n'a pas reconnu le vélo, et voilà. Et oui, parce que si c'est pas prévu, il ne sait pas faire, et voilà. Alors ça donne l'impression que c'est de l'intelligence, c'est comme le Canada Dry, ça donne l'impression, mais c'est pas de l'intelligence. C'est des algorithmes, oui. Ça aide les individus, mais ça n'en est pas. Et puis il y a ceux qui pensent donc qu'on va arriver à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc, qui va être capable d'avoir un comportement humain, émotionnel, etc. etc. Moi, j'ai du mal à y croire. Ceux qui vous disent que c'est pour... certains disent dans les GAFA, en 1930, 1940, 2030, 2040, faudra attendre. À mon avis, il faudra attendre. Parce qu'il n'y a pas seulement de la puissance de calcul, il n'y a pas seulement de la rapidité de calcul. On ne sait pas mettre en équation mathématique l'empathie, on ne sait pas mettre en équation mathématique. Regardez ChatGPT, il ne vous fera jamais du second degré. Il ne sait pas faire. Et ce n'est pas évident à faire.
essayez de mettre... comment vous allez... Vous pouvez pas. Et en plus, même pour parler, ChatGPT ne fera jamais tous les gestes que je fais quand je discute avec vous, quoi. Donc, non. Elles acquièrent énormément de compétences par apprentissage, mais elles n'arrivent pas... Faudrait, pour qu'on ait vraiment l'intelligence humaine, qu'elles soient capables toutes seules de se créer une vision du monde. Ce que se crée le bébé, quand je disais, quand il balance ses jouets, etc. Il faut qu'elles accumulent assez de connaissances pour avoir un sens commun de la réalité. Pour l'instant, on en est très loin. Voilà. Et même si, alors on vous présente ça, ça c'est celui qui est, je ne sais pas mis les noms, non, celui qui est au bout là-bas, c'est, comment il s'appelle celui-là, je ne sais plus où je l'ai mis. C'est le premier qui a été créé en 86, voilà, par Honda, il s'appelle Asimo. Le deuxième, je l'ai rencontré, c'était rigolo, les gamins, il y avait des gosses qui étaient là, des élèves de primaire, ils en bavaient, ils répondent et tout, et bonjour et tout, il s'appelle Pépère, ouais, P-E-2-P-E-R, voilà. Mais c'est tout, quoi, il est programmé. Si vous y posez une question un petit peu pointue, il vous répond toujours, Je sais pas. Il monte. Et puis le dernier, alors ça, on l'a vu, c'est Sophia, tout le monde en parle, parce que quand elle est triste, son visage change, quand elle est heureuse, c'est qu'une machine. C'est-à-dire, elle est programmée, quand je dis la phrase « Oh, c'est douloureux, je vais faire la gueule », mais elle ne sait pas ce qu'elle dit, quoi, faut arrêter. Donc voilà, c'est du pipeau. Voilà. Donc les limites de tout ça. Alors, je vais donner quelques exemples. Il y a déjà les biais sociaux, racistes, misogynes, homophobes, à tire-larigot. Alors souvent, ça vient tout simplement parce qu'ils sont entraînés sur des trucs qui sont racistes. On va dire. Microsoft, en 2005, lance son premier chatbot, Tai. 16 heures après, il l'arrête. Le truc était devenu raciste, pro-nazi, misogyne, enfin, la totale. Tout simplement parce que Microsoft a eu l'intelligence de l'entraîner sur Twitter, X maintenant. Où là, tout le monde se démonte et c'est là que vous trouvez les pires saloperies, quoi. Eh bien l'autre, il les a ressortis, qu'est-ce que vous voulez y faire? Autre exemple, Amazon, alors ça c'est les données, voilà, à cause des données d'apprentissage. Amazon se met à faire un programme de recrutement par intelligence artificielle. Et il s'aperçoit au bout d'un an que systématiquement pour les postes de développeurs de logiciels et les autres postes techniques, systématiquement les CV de femmes ont été éliminés. Et là, il réfléchit, parce qu'ils réfléchissent quand même les mecs, et pas avec l'intelligence artificielle. Et il dit, ah bah oui, mais on l'a entraîné sur le personnel existant. Et il n'y a que des mecs là-dedans. Et oui, vous êtes à la merci de ce que vous lui donnez à apprendre. Si vous donnez à un gamin que des photos de kangourous en lui disant c'est des chats, il vous dira les kangourous c'est des chats, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a énormément de biais comme ça, alors plutôt dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, qui apparaissent. Et puis il crée il a ses propres biais. Alors je passe, voilà. Ça, c'est une Ford T. Alors, en 2017, je ne sais pas pourquoi je dis 1900, 2017, ça a évolué depuis, il ne fera plus l'erreur, je vous le dis. Mais 2017, les chercheurs allemands sortent le meilleur programme de reconnaissance d'image. C'est le meilleur, et ils lui font apprendre ce que c'est qu'une Ford T, sous tous les angles. Le truc, il ne se tourne jamais. Il croit la Ford T. Et ces salauds-là, il n'y a pas d'autre mot, ils décident de peindre le Ford T comme un léopard. Et ils le présentent à la machine, qui découvre un léopard. Elle n'a pas regardé la forme, elle a regardé la texture, elle a dit c'est un léopard. Voilà. Ça peut quand même inquiéter quand on sait par exemple que c'est l'intelligence artificielle dans certains États des États-Unis qui décide de la probabilité de comportement criminel d'un prisonnier et de savoir si on va pouvoir lui donner la liberté conditionnelle ou pas. Eh ouais. Ou alors, je vous le dirai pas tout, je crois que je l'avais dit plus tard, mais je ne sais plus où est. Sur la reconnaissance faciale, c'est les Amazon qui avait pour faire sa pub, avait fait passer dans son logiciel de reconnaissance faciale tous les membres du Congrès américain. Et ils avaient découvert 25 criminels. Comme par hasard, c'était tous des blacks ou des latinos. Comme par hasard. Voilà. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle des compétences émergentes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu quand il y avait plein de neurones, plein de couches, très, très, très profonds, eh ben, il apparaissent des compétences qui n'étaient pas prévues au départ. Il n'a pas été construit pour ça.
Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas. Il y a tellement, on ne peut pas aller voir dedans. Quand vous avez 175 milliards de paramètres, comment vous faites pour aller voir ce qui se passe? Vous ne pouvez pas. Et donc, ce qui fait dire à une chercheuse, alors je n'ai plus son nom, de l'université Brown, nous ne savons pas ce qui se passe sous le capot. Et une essayiste américaine, Megan Ongiblin, disait, le plus grand danger politique que pose l'UA, c'est son opacité accrue. Alors, je sais qu'il y en a qui répondent dans les chercheurs, mais est-ce que vous savez ce qui se passe dans le cerveau d'un humain quand il prend une décision? Mais c'est un humain, et on sait que c'est un humain qui peut se tromper. Mais on nous présente quand même l'intelligence artificielle comme quelque chose de scientifique, et si scientifique, mathématique, ça ne se discute pas, messieurs, dames. Voilà, c'est quand même ça le problème. Alors, appelez ça de l'intelligence, hein, quand on voit tout ça. Alors, parce que, je vous dis, pour reconnaître un chat, c'est plus bête que votre petite fille ou votre petit-fils qui a 3 ans. Vous allez me dire, bah oui, mais quand même, quand il calcule, le truc, il va des milliers de fois plus vite que mon petit-fils ou ma petite-fille, même quand elle aura 40 ans. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà dit à votre téléphone ou à votre calculatrice qu'il était intelligent? C'est la même chose. Ça viendrait à l'idée à personne de dire à son téléphone, putain, qu'est-ce que t'es intelligent, toi? Voilà. Bon, je fais un peu dans le comique, mais c'est vrai que ça me gonfle, hein, au bout d'un moment. Et je pense, alors il a son livre, là, Luc Julia, qui est un grand pape de l'intelligence artificielle. Il dit, je soutiens que l'intelligence artificielle n'existe pas. Si nous devons garder cet acronyme, l'IA doit plutôt signifier intelligence, pas intelligence artificielle, mais intelligence augmentée. Ça aide les hommes. Et Yvan Lavallée, qui est directeur de rédaction dans une excellente revue scientifique qui s'appelle Progressiste, dit ce n'est pas, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est simplement de l'algorithmique. Voilà, ramenons les choses à leur niveau. Et puis il y a des dangers aujourd'hui, parce que c'est comme la langue d'Ésope, hein. Eh bien il y a des dangers, c'est une arme à double tranchant, et malheureusement je pense qu'en ce moment il y a parfois, c'est le mauvais tranchant qu'on se prend. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut aller contre, hein, parce qu'il y a aussi tous ceux qui vont dire ça y est, c'est la fin du monde, ils vont dominer les hommes. Non, non, on avait entendu la même chose, je vous signale, quand on a fait rentrer les machines dans les usines. Hein. Ah, c'est terminé, c'est. Ben non, hein, ou quand les trains passaient dans les tunnels, on allait tous mourir. Hein. Maintenant, on meurt parce qu'ils n'avancent plus les trains et qu'ils sont en retard. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas un problème en elle-même, elle peut représenter, c'est sûr, un immense atout pour contribuer à résoudre les défis sociaux et environnementaux de plus en plus complexes. Mais, faisons attention, il faut prendre en compte toutes les menaces qu'il peut y avoir pour les combattre, justement. Par exemple, sur le domaine écologique. L'empreinte des numériques, des activités numériques, c'est 3,8% des émissions mondiales. Vous allez me dire, c'est pas énorme quand même. Ouais, mais c'est quand même, ça compte. Et là, je vous disais, cette machine, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est l'équivalent d'une ville de plusieurs dizaines de millions. J'ai regardé, c'est 6 millions de kilowatts. Mais il y en a une comme ça, mais il y en a encore quelques milliers d'autres, un petit peu moins grosses, mais il y en a quelques milliers d'autres dans le monde. Et donc, ça pompe hein, quand même. Et vous, votre cerveau, je vous dis 25 watts, vous regardez. Il faut savoir que l'impact carbone de l'entraînement d'une intelligence, d'un logiciel d'intelligence artificielle, si je vous ai dit ça prend du temps, ça nécessite de l'énergie, c'est grosso modo l'impact carbone d'un Européen durant un siècle. Bon, c'est pas énorme par rapport aux camions qu'on a sur la route et tout, mais c'est quand même quelque chose, quoi. Dans le domaine régalien aussi, on peut avoir quelques inquiétudes avec la reconnaissance faciale. C'est un moyen de surveiller les gens de manière horrible. Et je vous ai dit, sachant quand même qu'il peut se planter. Je me mets à la place des 25 congressistes américains qui ont été pris pour des truands. Ça ne doit pas être agréable. Et je sais qu'il y a une noire aux États-Unis qui s'est fait une nuit de garde à vue parce que l'intelligence artificielle l'avait reconnue. Sachant quand même que comme ces intelligences artificielles sont entraînées quasiment que sur des caucasiens, des blancs, bien sous tout rapport, elle est incapable de faire la différence sitôt que vous avez une personne bronzée ou de noire de peau. Elle se trompe systématiquement. Parce que actuellement, on n'entraîne pas l'intelligence artificielle à Dakar ou à Niamey, quoi. Voilà. On est pareil, hein, nous. Moi, j'ai vécu en Afrique. Au début, on a du mal à faire la différence, beaucoup plus de mal à faire la différence entre deux amis, deux voisins africains, que entre deux, parce qu'on n'est pas habitué, quoi. Et l'intelligence, elle est pareille. Hein.
Alors, à noter que Le Cun, là, dont je disais du bien, il a, lui, inventé avec sa start-up, en disant « je ne veux pas qu'il y ait de brevet dessus », grâce au fric de Facebook, d'ailleurs, hein, il en a profité, les chercheurs chez eux, une reconnaissance des paumes de la main et des plantes. Alors, il a fait des paumes de la main, et puis depuis, il a fait les plantes de pied, parce que les bébés ont toujours les mains fermées. Et il a fait don de ce truc-là, en particulier en Afrique, dans les centres de santé, pour la vaccination, pour pouvoir reconnaître les gens. Et ça ne peut pas permettre de faire de la surveillance de personnes, parce que je ne vois pas les gens se balader comme ça dans la rue. Donc, voyez, donc il y a des possibilités de faire des choses intéressantes avec l'intelligence. Après, ça dépend pourquoi on veut les utiliser. On peut les utiliser aussi. Hein. Ça, c'est les robots tueurs. Ça s'appelle les systèmes d'armes létales autonomes. C'est mis au point par l'armée, on nous dit qu'il n'y a pas de danger pour l'instant, il y a des lois qui interdisent, mais c'est prêt. C'est-à-dire on pourra demain faire rentrer un truc qui dira « vous là, vous avez une tête de tueur, terminé ». Et ça peut se faire du jour au lendemain, c'est prêt. Hein. Alors après, il y a tous les gens qui nous disent « ah oui, mais avec l'intelligence artificielle, plus de travail. Donc qui dit plus de travail, plus d'exploitation. Qui dit plus d'exploitation, plus de lutte de classe. On a gagné. Plus de problème. Sauf quand même que, pour l'instant, le problème, ce n'est pas la lutte de classe, c'est l'emploi. Et la question se pose. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, parce que j'ai pris ça dans l'IB, je crois. Voilà. Les dernières des statistiques, entre 2013 et 2020, vous avez tout. Hein, 47% de suppression des emplois. Voilà. On n'arrive pas à savoir. Donc, pour l'instant, 1, il y aura des suppressions d'emplois. 2, ça ne sera pas le grand remplacement, comme certains veulent nous faire croire. N'importe comment, la seule chose dans ce cas-là, c'est le même problème que quand on a fait rentrer des machines dans les entreprises. Il faudra que les salariés ils se battent, tout comme l'ont fait les scénaristes à Hollywood, ou tout comme le viennent de le faire les journalistes du groupe de l'Est républicain, en interdisant à la direction d'utiliser ChatGPT pour corriger les textes des correspondants locaux. Il y aura une bataille à mener, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis je connais un vieux monsieur barbu du 19e siècle, son prénom c'était Karl, qui disait « Le déplacement ou l'affaiblissement d'un groupe de travailleurs par la mécanisation est la source immédiate d'augmentation du profit. Mais quelque part dans le système, des injections de nouvelles main-d'œuvre vivantes, que ce soit sous la forme de métiers anciens ou nouveaux, devront finalement compenser si l'on veut prévenir la baisse du taux de profit. » Et oui, on a besoin de travail vivant, parce que le seul truc qui produit vraiment de la valeur, c'est les gens. On a besoin de travail vivant. Et alors, l'intelligence artificielle, c'est la preuve. En 2019, en France, il y avait 260 000 salariés du CLIC. Ces gens qui étiquettent des images, qui virent des images porno, des images affreuses, etc. Souvent des femmes, c'est payé au lance-pierre, elles faisaient ça chez elles, ça se fait à distance évidemment avec leur ordinateur. Et en 2023, c'est la Banque mondiale qui disait qu'il y a 163 millions de salariés du CLIC. Un travail précaire, instable, mal payé. Donc on va vous dire, les secrétaires là, j'ai plus besoin, j'ai l'intelligence artificielle, j'en vire 10, et puis je vais créer 5 emplois en Indonésie, mal payés pour compenser. Ça rappelle bougrement la délocalisation qu'on a vécue dans l'industrie. Hein. Donc, voilà. Hein. Alors, ça sera des batailles. Je vous signale quand même que les petits Kenyans, qui sont les modérateurs de Facebook et les entraîneurs de l'intelligence artificielle en même temps, viennent de créer un syndicat au Kenya pour se défendre. Alors, voilà. Et donc, c'est un chercheur de l'OCDE qui dit la question qui se pose à présent, parce que l'OCDE a dit qu'il y aura 83 millions d'emplois supprimés, mais 69 millions d'emplois créés dans le domaine de cybernétique, etc., domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, le chercheur dit la question qui se pose à présent, c'est celle du partage de l'emploi. Est-ce que cette réduction du temps de travail des travailleurs sera compensée en termes de salaire, ou allons-nous vers un accroissement des inégalités? Le problème, il est là, quoi. Bataille. Et puis, un point, c'est les données. Les données sont une source. Les données sont une source de pouvoir. Parce que vous avez des millions d'images. Elles sont traitées par l'IA, donc par des grosses boîtes, les GAFAM en particulier. Et puis, les étiquettes, etc., ils les traitent. Et après, ils vendent ça à des entreprises. Et donc, en particulier, ils nous disent,
source de pouvoir, ils nous disent que ça va créer une automatisation plus poussée du travail de consommation. Je vous explique en 2 mots ce que vous vivez actuellement. Vous commandez 3 bouquins sur Amazon et à chaque fois après que vous allez sur Amazon, vous avez 25 bouquins qui correspondent qu'on vous propose. Et bien ça, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez sur Google, vous avez tous les cookies et tout ça. Ça c'est de l'intelligence artificielle à l'état pur. Mais ce qui est aujourd'hui dans les tuyaux, pour l'instant ils ne le font pas, c'est que non seulement on va vous proposer, par exemple, vous avez acheté, je ne sais pas, 3 polars de je ne sais pas qui, les bouquins de Lemaire, on va dire, on vous remet un bouquin de Lemaire. Mais non seulement on va vous le proposer, mais bientôt, on vous l'enverra directement à tout ce monde, parce qu'on a testé quand même ce qui était fiable ou pas, en se disant, bon, là, il y a 75 chances sur 100 qu'il ne les renvoie pas, et on aura fait de la vente forcée. Voilà. C'est dans les tuyaux, je vous le préviens. Et puis c'est surtout une immense source de profit. Il faut savoir que Google Translate, le truc qui traduit, il utilise les milliards de phrases produites par la masse énorme de travail vivant des générations passées ou présentes. Et il corrige constamment, à partir de ce que vous écrivez tous les jours sur Internet, que vous traduisez, que vous demandez la traduction, il corrige constamment, il l'utilise. En reconnaissance faciale, c'est impossible de les faire fonctionner s'il n'y avait pas les millions d'images que vous mettez sur Facebook quand vous avez fait l'anniversaire du plus petit, etc. En plus, vous les mettez les 3 quarts du temps étiquetés. Vous avez mis ce que c'était, c'est génial. Mais sinon, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Facebook, l'année dernière, avait 48 000 emplois salariés. Sa capitalisation boursière par employé, c'était 20 milliards et demi de dollars. General Motors, lui, sa capitalisation boursière par employé, c'est 231 000 dollars. La différence, où elle est? La différence, elle est dans les 2,6 milliards d'utilisateurs de Facebook qui fournissent le matériel gratuitement, qui fournissent du travail, donc gratuit, à Facebook. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs en informatique qui travaillent. Ceux-là travaillent à Google et les 2 suivants travaillent à Microsoft. Ils disent qu'il y a une stratégie complexe d'extraction de la valeur économique d'une manœuvre gratuite ou à faible coût dans des réseaux médiatisés par ordinateur. Une manœuvre si dispersée et anonyme que les travailleurs peuvent être traités comme des non-personnes. Et les 2 suivants travaillent chez Microsoft et ils disent que les nouveaux appareils prétendument intelligents nécessitent le travail fantôme, incessant, de millions d'assistants humains. Quand vous êtes sur votre téléphone, sur Internet, sur vous, c'est eux que vous enrichissez, les GAFAM. Alors on dit le réseau social, ça peut être un formidable outil démocratique, oui. Mais pour eux, ils n'en ont rien à foutre de la démocratie. Pour eux, c'est plus de clics égale plus de fric. Voilà. Donc conclusion, je vais aller très vite, parce que là je m'excuse. Excuse-moi, Jean, fallait me faire signe, mais moi je regardais ma montre. Déjà, bon, il ne faut pas croire ceux qui vous disent que ça va être la catastrophe, etc. Faut pas croire non plus les faux prophètes de la Silicon Valley qui vous disent ça y est, demain ça sera le paradis. Non, c'est une nouvelle arrivée, ça va bouleverser notre société, c'est évident. Mais le potentiel émancipateur de la révolution numérique reste à conquérir. La question qu'on se pose, c'est laissera-t-on l'IA nous plonger notre société dans une dystopie orwellienne, ou l'utilisera-t-on pour répondre aux aspirations les plus progressistes des femmes et des hommes? C'est pourquoi, à mon avis, l'IA doit être comprise par le plus grand nombre. C'est pour ça que quand on m'a demandé, j'ai accepté de faire cette conférence, parce que je n'étais pas spécialiste, j'ai bossé, pour en cerner les limites et en repérer les utilisations les plus nocives pour l'humanité. Ça veut donc dire que face aux défis auxquels aujourd'hui est confrontée notre humanité, la mobilisation du meilleur des différentes formes d'intelligence, non artificielle, celle-là, irréductiblement humaine et socialement construite, est indispensable. C'est pas moi qui disais, c'était Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et mon ami regretté Jean-Pierre Kahn disait « Il faut une appropriation collective de la science comme il faut une appropriation collective des moyens de production et d'échange. L'appropriation sociale du progrès des sciences et des techniques, et donc l'appropriation sociale de l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas devenir technicien, mais avoir compris comment ça marche pour en voir les aspects négatifs, ça reste une bataille permanente à mener pour les forces progressistes.